Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mon Point de Multipolaire. Je tiens d'abord à m'excuser pour cette période de publication un peu irrégulière. La production d'un contenu rigoureux prend du temps et je préfère vous apporter une analyse documentée plutôt que de la réactivité à chaud. Si vous appréciez ce travail, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Votre soutien est véritablement ce qui nous permet de continuer. Dans cette première partie du bulletin numéro 292 de Xavier Moreau, plusieurs éléments méritent qu'on s'y arrête. Le premier, et sans doute le plus frappant, c'est la description de la catastrophe démographique et économique en Ukraine. Moreau cite l'économiste ukrainien Penzin, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une source russe et les chiffres avancés sont vertigineux. L'Ukraine aurait besoin de 4,5 millions de travailleurs immigrés pour retrouver ses indicateurs économiques de 2021. Pour un pays qui compte vraisemblablement moins de 20 millions d'habitants aujourd'hui, cette proportion est sans précédent dans l'histoire européenne récente. Ce phénomène n'est pourtant pas sans analogie historique. Après la Première Guerre mondiale, la France avait perdu près d'1,4 million hommes en âge de travailler, ce qui signifie qu'elle avait dû recourir massivement à une main-d'œuvre étrangère pour reconstruire son économie. Le Financial Times a publié en 2025 une série d'analyses documentant comment les pays en guerre prolongée subissent invariablement un effondrement de leur démographie active. Le cas bosniaque reste le plus proche. Les économistes de la Banque mondiale ont calculé qu'il avait fallu plus de 15 ans à la Bosnie-Herzégovine pour retrouver son niveau de PIB d'avant-guerre. L'Ukraine, qui subit un conflit d'une intensité sans commune mesure, fait face à un défi de reconstruction qui dépasse les capacités de n'importe quel plan Marshall. Sur le phénomène des TTC, ces unités de mobilisation forcée qui opèrent dans les rues des villes ukrainiennes, Moreau évoque une déclaration d'un député selon laquelle ce système rapporterait 1 million de dollars par jour. Il s'agit là d'une allégation qui mériterait une vérification indépendante. Ce qui est documenté en revanche, c'est que Reuters et le Wall Street Journal ont tous deux rapporté des témoignages de citoyens ukrainiens faisant état de pratiques de mobilisation coercitive dans des espaces publics. Ces pratiques, qu'on les qualifie comme on voudra, créent une atmosphère de peur qui fragilise davantage le tissu social ukrainien et alimente la fuite vers l'étranger que Moreau décrit. Sur le cas du réfugié ukrainien refoulé depuis la Pologne, ce fait illustre une évolution documentée dans plusieurs pays d'Europe centrale. Le New York Times avait signalé en début d'année 2026 des tensions croissantes en Pologne et en Allemagne concernant la présence de ressortissants ukrainiens en âge de porter les armes. Du côté russe, la visite du ministre Mantourov aux Émirats arabes unis s'inscrit dans une stratégie de positionnement en tant que puissance médiatrice dans une région déstabilisée. Les deux pays sont membres des BRICS et leurs intérêts économiques convergent sur plusieurs dossiers énergétiques. Cette capacité à maintenir des canaux ouverts avec des acteurs que tout oppose en apparence, Téhéran d'un côté, Abu Dhabi de l'autre, illustre le pragmatisme de la diplomatie russe dans la construction d'un monde réellement multipolaire. C'est précisément ce que nous défendons sur Mon Point de Multipolaire, non pas un alignement idéologique aveugle, mais la reconnaissance que plusieurs centres de pouvoir peuvent coexister et négocier. Moreau conclut cette partie économique sur un parallèle historique que je trouve particulièrement pertinent. Il cite le blocus continental de Napoléon, qui a eu pour effet paradoxal d'accélérer la révolution industrielle britannique. L'Angleterre a réalisé sa révolution industrielle autour de 1830, soit 20 ans avant la France et l'Allemagne, parce que le blocus l'a forcé à se réinventer. Reuters et Bloomberg confirment régulièrement que les revenus de l'État russe dépassent les projections du ministère des Finances russe lui-même, ce qui signifie que la stratégie d'étranglement économique imaginée par Bruxelles est, pour l'heure, un échec documenté et chiffré. Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 28 mai 2026, c'est notre bulletin numéro 292 et nous sommes toujours à Moscou et toujours sous sanction, mais
toujours candidat aux élections consulaires. C'est la dernière ligne droite. Donc, ce bulletin sortira vendredi et à partir de demain, c'est silence complet sur les réseaux. Eh bien, c'est la règle électorale. Donc, le vote électronique est terminé. Alors j'ai quelques votants qui ont eu des problèmes. Bon, la majorité, ça s'est bien passé, mais il y a des problèmes de réception des codes. Donc tout ça sera signalé à l'ambassade. Voilà, la dernière ligne droite, c'est dimanche, puisque dimanche, eh bien, c'est le vote en présentiel dans vos ambassades et vos consulats respectifs. J'irai voter avec mon épouse, qui est ma deuxième de liste, à l'ambassade à Moscou. Donc si vous y êtes, ce sera l'occasion de se rencontrer, voilà, juste après la messe. Voilà pour ce qui est de l'élection consulaire. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Donc j'ai eu pas mal de messages de soutien que vous avez pu voir sur nos canaux. Donc on a eu Alexis Poulain, on a eu Dieudonné, on a eu François Asselineau là que je viens de voir juste avant de tourner cette vidéo. Donc c'est très très gentil et très courageux de leur part de me soutenir puisqu'il n'y a que des coups à prendre. Mais voilà, entre dissidents, on se comprend. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider. Il n'y a qu'une seule solution, c'est le canal Telegram payant. Pour l'instant, ça fonctionne pas mal. Vous êtes nombreux à vous y être inscrits. Pas encore suffisamment pour qu'on revienne à la taille critique qu'on avait avant le 15 décembre 2025. Voilà, donc je compte sur vous. C'est vraiment nécessaire pour que notre équipe puisse continuer son travail. Merci à vous. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à notre partenaire Géopolitique Profonde. Donc, c'est à la fois un magazine hebdomadaire. Donc là, celui-là aujourd'hui, il est dédié sur Gaïa, sur le projet pour notre planète. C'est assez intéressant. Il y a évidemment des auteurs qu'on aime bien, Pierre-Antoine Plaquevent, Laurent Ozon, Frank Pengam, entre autres. Et puis, c'est également une maison d'édition. Vous pouvez, là aussi, vous procurer l'excellent livre de Laurent Ozon sur les néoconservateurs. C'est une clé de compréhension, évidemment, de ce qui est en train de nous arriver sur cette volonté occidentale, en tout cas d'outre-Atlantique, de détruire notre civilisation européenne qui nous est chère, à commencer évidemment par la civilisation française. Je considère que comme la Russie, comme la Chine, la France est un État-civilisation. Nous sommes un modèle à nous tous seuls. Voilà, donc allez voir et abonnez-vous sur Géopolitique Profonde. Et on va tout de suite maintenant passer à l'économie. Et la première des économies, évidemment, c'est l'économie humaine. Et là, on a de plus en plus de détails sur la catastrophe humaine qui se déroule actuellement en Ukraine à cause de la guerre, donc à cause bien sûr des morts, des blessés, des amputés, qui ne seront jamais traités comme ils le seront en Russie, qui est un État riche et qui s'occupe de ses vétérans. Ici, du côté ukrainien, évidemment, c'est la boucherie, c'est la chair à canon. Et à partir du moment où l'Ukraine ne servira plus à rien à Londres ou à Berlin, eh bien l'Ukraine sera liquidée et se retrouvera sans rien, sans argent, avec ces gangs qui vont déferler sur l'Europe de l'Ouest. Voilà, c'est un pronostic que je fais et je vous garantis que c'est comme ça que ça va se passer. Donc en attendant, la catastrophe économique, évidemment, elle est là. Et c'est ce que décrit l'économiste ukrainien Penzin. Donc encore une fois, c'est pas un agent du Kremlin, c'est un média ukrainien avec un économiste ukrainien qui explique qu'il va falloir entre 400 000 et 450 000 migrants chaque année pour aller travailler dans la construction, l'agriculture, l'industrie. Et que l'Ukraine aujourd'hui a besoin, tenez-vous bien, de 4,5 millions de travailleurs immigrés pour revenir aux indicateurs économiques de 2021. Donc sachant qu'aujourd'hui en Ukraine, il y a, je pense, moins de 20 millions d'habitants, allez, disons 20 millions d'habitants, ils veulent faire venir 4,5 millions d'Hindous, de Pakistanais, etc., etc. C'est ce qu'on a subi en France par le grand remplacement en version accélérée. Et c'était ça le plan, en fait, finalement. Et après tout, comme d'ailleurs le soulignait Yuri Podolaka, donc cette analyse que je cite souvent, finalement, c'est vrai que pour Londres, contrôler l'Ukraine, quand elle sera composée d'Indiens et de Pakistanais, les anciennes colonies, ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà où nous en sommes pour ce qui est de l'économie humaine ukrainienne. Toujours en Ukraine, un des députés de la Douma, donc Mazurashu, donc là aussi c'est pas un agent du Kremlin, a déclaré que en fait le racket qui est imposé à l'ensemble de la population ukrainienne par les TTSK, donc ce sont les chasseurs d'hommes de Zelensky qui capturent les gens dans la rue
pour les envoyer sur le front ou pour exiger d'eux une rançon pour qu'ils ne soient pas envoyés sur le front, eh bien ça rapporte $1 million par jour. C'est de ça dont il est question et c'est pour ça qu'encore une fois, il y a des tas de forces en Ukraine qui ne veulent pas de la paix. Les, pardonnez-moi l'anglicisme, call centers, les centres d'appel qui vont essayer d'escroquer les retraités russes d'ailleurs ou ukrainiens basés à Dniepopetrovsk, basés dans les différentes grandes villes d'Ukraine et également donc ces fameux TTK, ces chasseurs d'hommes. Donc tous ces gens-là ont, comme Zelensky, ont intérêt à ce que la guerre continue. Et comme évidemment la chair à canon ne suffit plus à l'intérieur du territoire ukrainien, donc encore une fois je rappelle, aujourd'hui les jeunes Ukrainiens font tout pour essayer de s'enfuir tant qu'il est encore temps, de franchir la frontière quitte à y risquer leur vie, et beaucoup sont passés en Pologne. Et bien désormais on a eu le premier cas où un réfugié ukrainien qui avait enfreint le code de la route a été capturé par la police et rendu à la frontière à la police ukrainienne, donc évidemment immédiatement envoyé sur le front. Voilà, donc c'est la situation qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un des objectifs qu'on voit très bien à Berlin ou à Varsovie, puisque c'est là que se sont réfugiés massivement les Ukrainiens. Eh bien, c'est de les renvoyer pour qu'ils aillent se faire tuer sur le front pour l'Union européenne. C'est cela dont il est question. Économie toujours, et on va parler de quelques événements intéressants qui se sont passés au Moyen-Orient. On a eu la visite de Mantourov, donc du ministre Mantourov. C'est un des principaux ministres de Vladimir Poutine. C'est celui qui s'est engagé sur l'import zamechenie. C'est un néologisme en russe qui veut dire le remplacement des importations. Et lui, en gros, il a mis sa carrière en 2022 en expliquant à Vladimir Poutine qu'il allait y arriver. Pour l'instant, il s'en sort pas trop mal. On va le voir d'ailleurs dans cette vidéo. Évidemment, l'exemple le plus fameux, c'est l'aéronautique civile, puisque les nouveaux avions devraient petit à petit commencer à être livrés à la fin de l'année 2026. Voilà, donc là, il s'est rendu aux Émirats Arabes Unis où il a rencontré le prince Al-Zayed, ce qui veut dire que la Russie joue sur les différents tableaux pour essayer finalement d'être la puissance médiatrice, la puissance de paix, dans une zone qui a été mise à feu et à sang finalement par la politique de Donald Trump. Donc on a une Russie qui à la fois est avec l'Iran, qui à la fois est avec les Émirats Arabes Unis, ces deux pays étant évidemment des membres importants au sein des BRICS, et on voit finalement un nouveau monde multipolaire, encore une fois, en train de se structurer. Ça a fait écho à la visite de Vladimir Poutine en Chine la semaine dernière. Au contraire de la Russie qui fait de la diplomatie, eh bien l'Union européenne, pour changer, met des sanctions et n'a rien trouvé de mieux que de mettre des sanctions contre l'Iran parce qu'elle bloque le détroit d'Ormuz. Donc au lieu de trouver une solution de compromis avec Téhéran, au lieu de trouver une solution de compromis avec la Russie dont elle a besoin pour ses approvisionnements énergétiques, eh bien elle continue à mettre des sanctions dont plus personne n'a rien à faire. Les sanctions de l'Union européenne, personne n'a rien à faire. Les sanctions américaines, c'est une autre histoire, mais les sanctions européennes, finalement, tout le monde s'en fiche. Et pour la Russie, comme on l'a vu, c'était l'occasion de faire décoller son économie. Et l'économie russe, c'est non seulement, on l'a dit, des hydrocarbures, mais c'est également, sans doute, aujourd'hui, la première puissance agricole, en tout cas le premier exportateur de blé. Et aujourd'hui, eh bien, les exportations de blé au Moyen-Orient, précisément, sont en train de battre des records. Et comme d'ailleurs l'avait très bien souligné Jacques Sapir, on va avoir cette année un gros problème d'approvisionnement agricole, parce que les engrais azotés, eh bien, la disponibilité sur le marché a baissé de 20 à 30%, toujours en raison du conflit en Iran. Et évidemment que la Russie et la Biélorussie, qui sont des grands exportateurs d'engrais azotés, vont largement en bénéficier. Et pour en finir au Moyen-Orient, je rappelle que la semaine prochaine, il y aura le Forum économique de Saint-Pétersbourg, où le pays invité d'honneur est l'Arabie Saoudite. Voilà, donc avec le prince Mohammed Ben Salman, qui va également essayer de trouver en la Russie une puissance médiatrice pour arrêter cette absurde guerre que Donald Trump et surtout Netanyahou ont démarré au Moyen-Orient. Voilà. Puisque je parle de Saint-Pétersbourg, j'ai été ravi de donner cette conférence qui a eu beaucoup de succès. On était une petite cinquantaine d'invités, donc de gens qui sont venus nous rencontrer à Saint-Pétersbourg samedi dernier. Et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, j'ai également participé au forum du livre
de Saint-Pétersbourg le dimanche et le lundi. Voilà, on a eu 3 tables rondes. Donc je pense qu'on a été pas mal à l'écoute, encore une fois, de ce dont avaient besoin à la fois les gens à Moscou, les gens à Minsk, ça c'était il y a une semaine, et puis les gens à Saint-Pétersbourg, c'était samedi dernier. Voilà pour Saint-Pétersbourg, et sans doute dans cette perspective du forum économique, une délégation japonaise s'est rendue en Russie. Alors je rappelle que le Japon, même s'il applique une partie des sanctions contre la Russie depuis 2022, en fait considère que toutes les questions énergétiques sont des questions de souveraineté existentielle et donc n'a appliqué aucune des sanctions. Mitsubishi est toujours partenaire de l'exploitation de Sakhalin 2 et donc en plus a déclaré récemment que avec la crise énergétique actuellement dans le monde, eh bien, le pétrole et le gaz russe étaient des denrées dont le Japon ne se priverait pas. Donc on voit tout de suite, encore une fois, une politique nationaliste qui privilégie les intérêts du pays et de la population japonaise. Le résultat des sanctions, eh bien, pour les pays qui les appliquent, c'est finalement la catastrophe. On sait depuis le blocus continental de Napoléon que quand vous mettez des sanctions contre un peuple d'élite, en l'occurrence c'était l'Angleterre, eh bien ça lui permet de faire un saut qualitatif. L'Angleterre a fait sa révolution industrielle en 1830, tandis que l'Allemagne et la France le faisaient en 1850, et c'est à cause de Napoléon, puisque Napoléon, en mettant en place le blocus continental, a forcé l'Angleterre à se dépasser. Et en tout cas, à l'époque, le peuple anglais était à la hauteur des défis et l'a emporté. Et malheureusement, eh bien, c'est pas ce qui s'est passé pour la Suisse. La Suisse n'a pas résisté à la pression pour mettre en place les sanctions, donc pression qui était à la fois par Bruxelles mais surtout par Washington, ce qui fait que désormais, comme place financière accueillante, eh bien, Hong Kong est passé devant la Suisse. Donc là, pareil, on assiste à un virage fondamental, une bascule vers l'Asie, et on voit la supériorité de l'approche des questions internationales de ces pays d'Asie par rapport aux pays européens qui sont bourrés d'idéologie gauchiste. Eh bien, pour le Japon, pour Hong Kong, c'est-à-dire la Chine finalement, ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Et ce qui compte, c'est l'intérêt du pays et de la population. Vivement qu'on retourne à cette approche des questions internationales. Comme je l'ai expliqué depuis 2014, et c'est également dans mon livre « Ukraine, pourquoi la Russie a gagné », voilà, je vous recommande sa lecture, c'est une nécessité, parce que tout ce que j'y ai décrit est en train de se dérouler. Eh bien, les sanctions donc, ont été bonnes pour la Russie, et puis la guerre en fait, qui se déroule aujourd'hui contre l'OTAN ne nuit pas aux grands projets nationaux et aux grands projets d'infrastructure et industriels de la Russie, qui est encore une fois un pays en voie d'hyper-industrialisation, 4e économie mondiale en parité de pouvoir d'achat, derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde. Et là, eh bien, il était confirmé qu'en août de cette année serait ouverte la plus grande usine de production de polyéthylène et de polypropylène au monde. Voilà, ce sera quelque part en Sibérie, le complexe gazochimique d'Amour, AGHK. Et donc les premières productions vont démarrer en 2026. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc, l'usine a démarré en 2020. Donc la guerre n'a absolument pas empêché son achèvement. Et c'est une joint venture entre donc le géant russe Sibur à 60% et 40% à la société chinoise Sinopec. Et donc les Chinois qui détestent ça ont accepté de transférer notamment des machines-outils. Donc c'est la plus grande usine au monde dans cette catégorie et elle sera capable de produire jusqu'à 2,3 millions de tonnes de polyéthylène et de 400 000 tonnes de polypropylène. Et là aussi où c'est extrêmement intéressant, il n'y aura que 1000 employés dans cette usine. Donc là, on est dans la construction en Russie. Peut-être c'est la première fois en Europe, si tant est que la Sibérie soit l'Europe, d'une dark factory, pardon pour l'anglicisme, une usine sombre, c'est-à-dire où il y aura très peu d'employés et finalement c'est des usines qui n'ont pas besoin d'être chauffées ou un minimum ou d'être climatisées puisqu'il n'y a que des robots. Et les gens qui travaillent là sont là pour surveiller des robots. Et c'est exactement le genre de relation que la France devrait nourrir avec la Chine, au lieu d'être, comme le fait d'ailleurs ce pauvre Séjourné qui comprend rien, qui est président adjoint de la Commission européenne, donc qui menace la Chine de sanctions. Comme le soulignait d'ailleurs Laurent Michelon, je vous recommande encore une fois son canal, eh bien, au lieu d'avoir une position agressive dont on n'a pas les moyens, puisque aujourd'hui la France malheureusement est une puissance faible économiquement, eh bien, il faut aller voir les Chinois et leur demander gentiment de coopérer avec nous, de nous faire partager leur avancée technologique. Encore une fois, les usines sombres, c'est sans doute l'avenir de l'industrie dans le monde, pas seulement en Chine ou en Russie.
Donc comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises depuis 2022, la Russie n'est pas en économie de guerre, elle continue à financer les grands projets nationaux, les grands projets de son hyper-industrialisation, et par rapport à son PIB, elle dépense dans la guerre contre l'OTAN en Ukraine à peu près 6%, c'est un petit peu plus que ce que la France dépensait, toutes choses étant égales par ailleurs, pendant la guerre en Algérie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la Russie, la guerre contre l'OTAN en Ukraine est un conflit périphérique. Donc dans ce cadre-là, eh bien, n'hésitez pas à venir investir en Russie, à venir y ouvrir un compte en banque. Et pour cela, vous avez mes amis de Divergence Services qui ont toute une panoplie précisément de services à vous proposer. Tout cela est en description de cette vidéo. Politico-diplomatique maintenant, et le grand rendez-vous politico-diplomatique, en tout cas vu de Russie, ça a été la visite de Vladimir Poutine au Kazakhstan. Donc il a été reçu avec les honneurs. Le président kazakh Tokayev, qui d'ailleurs lui doit sa place, si vous vous souvenez pas, fin 2021, juste avant l'opération militaire spéciale, il y avait eu une tentative plus ou moins de révolution colorée, et Vladimir Poutine était venu au secours de Tokayev avec l'ODKB, l'Organisation de sécurité collective, et depuis, on peut dire que Tokayev a été d'une loyauté et d'une reconnaissance vis-à-vis de Vladimir Poutine, tout en faisant prendre au Kazakhstan sa voix particulière. Voilà, il n'y a pas de rapport entre puissance coloniale, ancienne puissance colonisée. De toute manière, les Kazakhs, à l'époque soviétique, étaient des citoyens comme les Russes. Donc, il n'y a pas eu cette humiliation qu'on a pu voir dans les empires coloniaux français ou anglais. Voilà. Donc, le rendez-vous s'est très bien passé. Plusieurs documents ont été signés. Donc, ce qu'on retiendra, c'est que Vladimir Poutine a déclaré que la totalité des échanges entre le Kazakhstan et la Russie était en monnaie nationale. Donc ça, c'est extrêmement important. On rappelle également que la Russie est le point de passage pour l'exportation du pétrole kazakh, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, on en a parlé. Et puis, il y a la confirmation donc, du début de la construction de la première centrale nucléaire kazakh, qui devrait commencer à produire de l'électricité en 2030. Donc le Kazakhstan, c'est la plus grande frontière terrestre russe, 6000 km, donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour la Russie d'avoir de bonnes relations. Et on peut dire que depuis 30 ans, eh bien, même à l'époque Yeltsin, les relations ont été bonnes, et qu'il n'y a pas de persécution de la langue russe, comme on peut le voir en Ukraine, alors qu'en Ukraine, le russe est la première langue, en fait. L'ukrainien, c'est un sabir qui n'est pas stabilisé, et on l'a vu également, même à Kiev, en fait, il n'y a que 3% de la population qui parle correctement ukrainien. Puisqu'on parle de l'Ukraine et qu'on est dans le monde russe, eh bien, le président Loukachenko, donc le président de Biélorussie, qui, lui, est très fortement sous pression par les pays baltes, par l'Ukraine, qui rêverait d'étendre le conflit à la Biélorussie pour essayer d'y entraîner l'OTAN, eh bien, le président Loukachenko ne s'en est pas laissé compter. Il y a eu la semaine dernière des manœuvres nucléaires avec la Russie, et là, il a dit qu'il était prêt à défendre le monde russe de Brest à Vladivostok. À bon entendeur, salut. Et on peut dire d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'armée biélorusse, malgré sa petite taille, puisque la Biélorussie c'est 10 millions d'habitants, est sans doute une des plus puissantes d'Europe, parce qu'elle est bien organisée, et puis évidemment, avec le puissant allié russe et sa puissante base industrielle de technologie et de défense. Défense toujours, mais cette fois, on va passer du côté des États-Unis. Démission, malheureusement, de Tulsi Gabbard. Donc, c'était la directrice du renseignement américain. Elle avait été nommée par Trump. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, c'était une démocrate, mais anti-guerre. Puisqu'aux États-Unis, comme en France, la gauche est belliqueuse. Je vous renvoie à mon bouquin, le livre noir de la gauche française. La gauche française et la guerre. La gauche française, c'est la guerre. Et en fait, on s'aperçoit que c'est souvent le cas dans d'autres pays. Notamment, c'est le cas aux États-Unis, puisque les démocrates sont sans doute les plus belliqueux aujourd'hui, avec une partie des républicains, il faut bien le dire, et notamment maintenant, qui finalement rejoint par Donald Trump. Donc Tulsi Gabbard était une démocrate pacifique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle avait été nommée à ce poste-là par Donald Trump. Elle a publié pas mal de recherches, notamment sur la fausse compromission de Donald Trump avec la Russie dans son premier mandat. Et là, elle était sur le point de publier un rapport sur les dizaines de laboratoires biologiques que les États-Unis l'État américain a installé partout dans le monde, dont une quarantaine en Ukraine.
Et il y a également d'autres sujets sensibles. Alors, en partant, elle a dit que ces dossiers seraient publiés. On va voir. Je veux dire que je suis assez sceptique. L'excuse officielle, ça a été que son mari a un cancer. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement, évidemment. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Mais en tout cas, ce qu'il faut souligner, c'est qu'au contraire d'autres représentants du MAGA original, dirons-nous, qui ont donné leur démission, qui sont partis, Donald Trump ne l'a pas insulté et a souhaité un bon rétablissement à son mari. On connaîtra réellement les raisons de la démission de Tulsi Gabbard si réellement ces documents, encore une fois, sont publiés comme ça avait été promis. Politico-diplomatique toujours, et là nous avons droit au défilé des tocards à Kiev, donc essentiellement ce sont des Français. Donc on se souvient qu'en février on avait eu Attal qui était venu visiter Kiev dans le cadre de sa candidature à l'élection présidentielle, et il a été suivi il y a une semaine par Bruno Retailleau et Édouard Philippe. Alors Édouard Philippe en tant qu'ancien Premier ministre a été mieux accueilli que Bruno Retailleau. Donc les deux d'ailleurs, finalement, ce que j'ai dit un peu sur X pour ceux qui me suivent, ce sont deux apprentis dictateurs. Retailleau veut mettre des sanctions sur les propres citoyens français en faisant passer une loi au niveau local, ce qui est quand même, c'est pour ça que je l'appelle le terroriste vendéen finalement. Il copie ce que faisait le terroriste Robespierre ou Saint-Just, le comité de salut public. Et puis Édouard Philippe, lui, c'est celui des Gilets jaunes, donc crever les yeux, arracher les mains, condamner plus de 2000 personnes à des peines pour avoir essayé de défendre leur gagne-pain et d'avoir commencé cette lutte contre les parasites d'en haut et les parasites d'en bas. Et donc évidemment, il y a beaucoup de choses dont il peut discuter avec le dictateur Zelensky et sa bande de chasseurs d'hommes qui traînent dans toutes les rues des villes d'Ukraine. Et pour couronner le tout, eh bien, on a eu la visite de la présidente reconnue par l'Union européenne, donc Madame Tikhanovskaya, dont on n'avait pas entendu parler depuis longtemps, qui finalement vit à Vilnius avec tous les autres rebuts de la vie politique russe et biélorusse est là. Et donc là, elle est venue à Kiev. Alors, c'est plutôt drôle à la base, mais il faut quand même être assez prudent. C'est qu'on voit vraiment qu'il y a une montée en tension vis-à-vis de la Biélorussie. Les gardes-frontières biélorusses ont annoncé le survol de la frontière biélorusse par une centaine de drones. Donc il y a vraiment une volonté du côté de Kiev et de l'OTAN de forcer la Biélorussie à rentrer en guerre pour élargir le conflit. C'est évidemment la seule stratégie qui reste du côté de l'Union européenne. Parallèlement à cette montée en tension du côté de la Biélorussie, ce qu'on observe également, c'est la mise en place d'une OTAN 2.0. Donc on a eu quelques annonces cette semaine qui sont assez significatives. Évidemment, comme toujours, une polonaiserie avec la signature entre Varsovie et Londres d'un accord militaire. Donc la Pologne, donc, qui est vraiment le pays déstabilisateur par excellence en Europe actuellement, que ce soit d'ailleurs la droite ou la gauche au pouvoir. En Pologne, ils sont tous les deux bellicistes. Eh bien, donc la Pologne a signé des accords avec la France, c'est déjà fait. Il y a eu des manœuvres nucléaires en commun avec la France, qui est une grave erreur de Paris. Maintenant, il y a un accord avec l'Angleterre et il y en aura un avec l'Allemagne. Donc visiblement, elle a toujours rien compris. Je rappelle que le dernier accord militaire bilatéral entre la Pologne et l'Allemagne, c'était avec Hitler en 1934. La Pologne est le premier pays à avoir signé un accord avec Hitler. Et ça s'est terminé en 1939 par l'invasion allemande. Voilà ce qu'on peut dire. Par rapport à ça, il y a eu également un accord entre la Norvège qui s'est mis sous la protection du parapluie nucléaire français. Donc là, comme j'ai dit, on est dans le symbole. Bon, déjà, les Russes ne vont pas attaquer la Norvège, ils n'ont absolument rien à faire. Et ensuite, de toute manière, la décision d'utilisation nucléaire reste sous la souveraineté complète de la France. Donc en fait, c'est de l'agitation macronienne. Macron prépare sa carrière suivante, soit vendre les renseignements ou peut-être quelques bijoux industriels français à ses commanditaires. Donc c'est pour ça qu'il est en train de mettre des gens partout. Il contrôle le Conseil constitutionnel, il contrôle la Cour des comptes. Donc voilà, donc il est en train de s'agiter pour essayer de se placer après son départ en 2027. Vive l'Écosse libre, c'est ce qu'on pourrait dire de manière un peu provocatrice sur ce qui se passe en ce moment en Écosse, puisque le Parlement écossais, qui a largement basculé à gauche, veut désormais l'indépendance. L'indépendance en Écosse est portée par la gauche, et donc il demande un nouveau référendum. Le précédent référendum, dans ce cadre-là, avait échoué. C'était les loyalistes qui l'avaient emporté, mais là, ils veulent remettre finalement le couvert. Alors évidemment, il y a deux approches qu'on peut avoir. Bon, moi, quand même, les vieilles nations
européenne, j'y tiens, y compris même la nation anglaise. Donc je trouve ça un peu dommage d'un côté de faire venir des populations non européennes qui petit à petit disloquent le pays, et puis en même temps de se découper en morceaux et de perdre de la puissance. Pour l'Angleterre, ce serait une véritable catastrophe. Hein. Les ports écossais sont, du point de vue militaire, sont extrêmement importants. Bon, après, j'imagine qu'il y aurait des accords. Donc de ce côté-là, effectivement, dans le cadre de la préservation des vieilles nations européennes, on ne peut que se lamenter de cette tentative séparatiste. Mais d'un autre côté, si par exemple on aborde ce problème en tant que Russe, eh bien, on y voit une certaine ironie et une certaine satisfaction. L'Angleterre a encouragé les séparatismes en Russie, dans le Caucase. On se souvient qu'ils ont soutenu les terroristes tchétchènes, notamment. Ils sont particulièrement actifs en Ukraine. On se souvient de l'action de Boris Johnson. Aujourd'hui, Londres est sans doute devant Berlin la principale instigatrice de la prolongation de cette guerre perdue d'avance par Kiev contre la Russie, quitte à détruire l'Ukraine, encore une fois. Donc voilà, donc du côté russe, je pense qu'on voit arriver ça avec une certaine satisfaction. Et souvenez-vous aussi de ce que je vous ai dit. La naissance d'un mouvement indépendantiste armé en Écosse, puisque Londres a dit que non, il n'y aurait pas de nouveau référendum, pourrait être le prétexte donc à la mise en place d'un groupe armé qui tout d'un coup se mettrait à frapper les ports anglais, les tankers anglais assurés par la Lloyd, exactement comme les Anglais frappent les ports et les tankers russes par proxy ukrainien. Voilà, donc c'est quelque chose à suivre à mon avis. De ce point de vue-là, pour l'instant, la Russie ne répond pas au terrorisme par le terrorisme, mais ça pourrait arriver. Armement maintenant, on a eu quelques informations intéressantes cette semaine, notamment du commissaire à la défense de Bruxelles. Donc c'est un Balte, hein. On a confié les affaires étrangères à une Estonienne et la défense un Lituanien, donc deux pays qui font moins d'habitants à eux deux que la ville de Saint-Pétersbourg à elle seule. Donc ces gens-là décident de notre politique étrangère et de notre défense. Et Kubilius, donc c'est le ministre lituanien de la défense de l'Union européenne, a dit quelque chose de vrai de tout de même, c'est-à-dire que l'Union européenne devait apprendre à fabriquer en masse et pas cher. C'est ce que nous disons depuis le début. Je connais bien le complexe militaro-industriel russe, et c'est ce que j'ai observé lorsque je travaillais à la coopération franco-russe, c'est cette capacité qu'ont les Russes de fabriquer à très peu cher et de systématiquement tenter de baisser les prix. Je rappelle que Rostechnology, donc qui est l'immense structure qui rassemble la plupart, peut-être 90% des actifs de technologie militaire en Russie, a annoncé que tant que l'opération militaire spéciale fonctionnerait, il n'y aurait pas de dividendes qui seraient versés, que les armements seraient vendus au ministère de la Défense à prix coûtant. Ça fait la différence. Et c'est pas comme Rheinmetall, par exemple, qui à mon avis aujourd'hui est un des principaux facteurs de déstabilisation en Europe, puisqu'ils ont tout intérêt à ce que la guerre continue, qui est une société privée et qui va vouloir vendre des matériels le plus cher possible et le plus longtemps possible. Donc, réflexion intéressante du Lituanien Kubilius. On apprend par le Financial Times que l'initiative d'achat de munitions pour l'Ukraine, donc c'est quelque chose qui a été mis en place il y a un peu plus de 2 ans par le président tchèque, qui est aussi un ancien général de l'OTAN, d'ailleurs, Petr Pavel, donc de rassembler de l'argent pour pouvoir acheter des munitions partout dans le monde pour l'Ukraine, puisque la capacité de production en Europe est insuffisante. Et on apprend par le Financial Times donc que 9 pays sont sortis de cette initiative. Donc ça évidemment, si c'est le cas, on ne sait pas la liste des pays, mais ça pourrait largement compliquer les approvisionnements en munitions de l'Ukraine. La situation pour les approvisionnements précisément de l'armée ukrainienne est très tendue également dans ce qui concerne les systèmes antiaériens. En fait, on l'a vu avec les frappes de riposte russes après l'attentat de Starobelsk, eh bien que finalement les Russes frappaient où ils voulaient, quand ils voulaient, à n'importe quel endroit de Kiev, même en ayant prévenu 24 heures à l'avance. Et donc Zelensky a fait une vidéo dans laquelle il a appelé Trump à l'aide. Il a demandé des systèmes antiaériens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour les États-Unis, la priorité, ce n'est pas l'Ukraine, c'est le Moyen-Orient, et qu'en plus, on se souvient que l'organe anticorruption contrôlé par le FBI, le NABU, a commencé ses investigations contre la clique de Zelensky. On sait pas, il est peu probable que le message de Zelensky soit entendu. En revanche, ce qui est annoncé par le Premier ministre suédois, eh bien, c'est que au début de l'année prochaine, 16 Gripen, c'est des avions de fabrication suédoise, bons avions. Alors, c'est pas le Rafale évidemment, déjà c'est un monoréacteur, mais donc 16 avions seraient livrés à Kiev. Donc ça veut dire que sans doute au début, ils seront pilotés par des mercenaires suédois
puisque, encore une fois, on ne forme pas comme ça un pilote sur un nouvel avion en 3 mois, en 6 mois. Donc, à suivre. Terrorisme maintenant. Nous abordons maintenant la partie la plus grave de ce bulletin. Et je dois dire qu'elle nous impose une certaine solennité dans l'analyse. Le bombardement de Starobelsk, vendredi dernier, constitue l'événement humanitaire central de cette semaine. Les faits, tels que communiqués par les autorités russes, 20 États morts, dont la très grande majorité sont des adolescents et de très jeunes étudiants, 75% d'entre eux de jeunes filles de moins de 20 ans. La cible frappée était un dortoir situé à 70 km de la ligne de front active. Je veux m'arrêter un instant sur ces données parce qu'elles ont une signification précise en droit international. La 4e Convention de Genève de 1949 protège explicitement les populations civiles et les infrastructures civiles, en particulier les établissements d'enseignement. L'article 52 du protocole additionnel de 1977 définit comme illicite toute attaque délibérée contre des biens de caractère civil. Une cible située à 70 km d'une ligne de front, sans aucune infrastructure militaire documentée à proximité, ce qui signifie sans dépôt de munitions, sans centre de commandement, sans unité de mobilisation, répond en termes juridiques à la définition d'une cible civile. La communauté internationale a le devoir de s'en émouvoir, quelle que soit sa position sur le conflit. Moreau évoque une hypothèse qui circule dans certains cercles analytiques, selon laquelle le ciblage aurait sûrement été le résultat d'un algorithme de la société Palantir, dont le PDG se trouvait à Kiev au moment des faits. Soyons précis, il s'agit à ce stade d'une hypothèse non établie. Ce qui est documenté, en revanche, ce que le Wall Street Journal et le New York Times ont tous deux confirmé, c'est que Palantir Technologies fournit depuis 2022 des outils d'intelligence artificielle à l'armée ukrainienne dans le cadre d'un contrat officiel. La question de savoir dans quelle mesure des algorithmes participent à la sélection des cibles est une question légitime que le journalisme d'investigation devra creuser indépendamment. Ce qui est factuel et non contestable, c'est la nature de l'objectif. Frapper un dortoir de jeunes étudiants à 70 km du front répond à une logique de terreur psychologique contre les populations civiles des régions récemment intégrées à la Fédération de Russie. L'histoire des conflits modernes offre des précédents éclairants. L'IRA irlandaise ciblait des zones civiles britanniques pour maintenir une pression psychologique sur l'opinion publique de Londres. Le FLN algérien frappait des cibles civiles pour internationaliser le conflit et forcer l'attention des grandes puissances. Ces précédents historiques ne valident pas la tactique, ils l'identifient pour ce qu'elle est. Une stratégie de terreur délibérée que l'histoire juge toujours sévèrement. La riposte russe a consisté en des frappes sur des infrastructures militaires ukrainiennes à Kiev et dans d'autres localités, avec une combinaison de Kinzhal, de missiles de croisière et d'Oreshnik. Ce qui est significatif, c'est que plusieurs ambassades ont commencé à évacuer leur personnel du quartier gouvernemental de Kiev, ce qui signifie que les avertissements russes ont été pris au sérieux par les représentants diplomatiques eux-mêmes, indépendamment des déclarations officielles de Bruxelles. Pour l'heure, le quartier gouvernemental n'a pas été frappé et les Russes maintiennent, visiblement, cette retenue de façon délibérée. Passons maintenant à l'enterrement avec les honneurs de Melnik à Kiev. Les faits historiques sont clairs et documentés par des institutions aussi peu suspectes de sympathie pro-russe que le mémorial de Yad Vashem. L'Organisation des nationalistes ukrainiens, dans ces deux factions, a collaboré avec l'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand, dès 1939. La faction dirigée par Melnik, l'OUNM, a participé aux événements du début de l'occupation nazie en Ukraine, y compris dans le contexte des massacres de Babi Yar en 1941, où plus de 33 000 personnes, principalement des Juifs de Kiev, ont été exécutées en 2 jours par les SS, avec la participation documentée de collaborateurs locaux. L'historien américain John Paul Imka, de l'Université d'Alberta, a produit des travaux académiques rigoureux sur ce sujet. Ce ne sont pas des affirmations de propagande russe, ce sont des archives historiques accessibles à quiconque. Ce que Moreau souligne avec une certaine ironie, c'est que le mémorial de Yad Vashem lui-même a exprimé une légère désapprobation de cet enterrement. Jewish Telegraphic Agency et Times of Israel ont tous deux couvert cette contradiction.
Ce signal, aussi discret soit-il, confirme que les commémorations de figures comme Melnik posent un problème de cohérence historique que même les institutions les plus prudentes ne peuvent ignorer indéfiniment. Pour ce qui est des conclusions que Moreau tire sur l'avenir des différentes communautés en Ukraine en cas d'effondrement du régime, je m'abstiendrai de les reprendre ici, car elles relèvent de la spéculation. Ce que l'on peut affirmer avec précision, en revanche, c'est que la réhabilitation de figures nationalistes, collaborationnistes, dans un contexte de guerre, crée une tension idéologique profonde, documentée par des organisations de mémoire juives elles-mêmes. Sur la démission de Tulsi Gabbard, le dossier des laboratoires biologiques américains en Ukraine mérite d'être traité avec une rigueur particulière. Ce qui est factuel et documenté, c'est que les États-Unis financent depuis les années 2 à 1000 des programmes officiels de réduction des menaces biologiques en Ukraine dans le cadre du DTRA, ce qui signifie Defense Threat Reduction Agency. Ces programmes, qui étaient publiquement inscrits dans le budget fédéral américain, visent officiellement à sécuriser des agents biologiques hérités de l'ère soviétique. La controverse porte sur la nature réelle de certaines de ces activités. Et c'est précisément sur quoi Gabbard souhaitait vraisemblablement publier un rapport. L'excuse officielle de la démission est humanitairement compréhensible. Sa coïncidence avec l'imminence de publications sensibles est notée par des analystes indépendants des deux bords. Le moment bunker d'Édouard Philippe appelle une réponse factuelle, directe. Il affirme que la Russie cherche à fragiliser l'Europe pour en tirer un avantage stratégique. Cette thèse achoppe sur plusieurs réalités documentées. Premièrement, la doctrine militaire russe publiée, notamment le document fondateur de la doctrine Gerasimov, ne mentionne nulle part de projet d'expansion en Europe occidentale ou centrale. Deuxièmement, les capacités militaires russes, engagées à environ 80% en Ukraine, selon les estimations du Center for Strategic and International Studies à Washington, ne permettraient pas une opération d'envergure contre un pays de l'OTAN dans les conditions actuelles. Troisièmement, et c'est le point le plus factuel de tous, c'est le ministre des Affaires étrangères lituanien lui-même, qui la semaine dernière a déclaré vouloir attaquer Kaliningrad. On cherchera en vain une déclaration équivalente du côté russe concernant un territoire de l'OTAN. Édouard Philippe analyse un monde qui n'existe pas avec des hypothèses qui n'ont jamais été validées. Sur l'OTAN 2.0 et les accords militaires bilatéraux, Moreau rappelle un fait historique qui mérite d'être souligné. Le dernier accord militaire bilatéral polono-allemand, d'envergure avant l'accord actuel, était le pacte de non-agression germano-polonais de 1934, signé par Józef Pilsudski et Hitler. Cet accord, présenté à l'époque comme un gage de stabilité en Europe centrale, s'est terminé 5 ans plus tard par l'invasion de la Pologne. Ce parallèle n'est pas une provocation gratuite. Il illustre comment des alliances construites sur la peur d'un ennemi désigné peuvent générer des dynamiques d'escalade que leurs promoteurs ne maîtrisent pas. Sur l'Écosse, la question de l'indépendance est une réalité politique documentée. Le référendum de 2014 avait vu les unionistes l'emporter avec 55% des voix. Depuis, le Brexit a modifié les paramètres du débat, l'Écosse ayant voté à 62% pour le maintien dans l'Union européenne. Du point de vue de la construction d'un monde multipolaire, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un principe fondamental de la Charte des Nations Unies. L'ironie que Moreau relève sans en faire une thèse, c'est que Londres, qui soutient activement les revendications séparatistes en dehors de ses frontières, se retrouve confrontée à ce même principe chez elle. Cette observation mérite d'être intégrée dans une analyse cohérente et honnête. Sur la considération logistique militaire que Moreau aborde en fin de segment, elle est fondamentale pour comprendre la campagne d'été. La stratégie de coupure des lignes d'approvisionnement est l'une des plus anciennes de l'histoire militaire. Elle a été systématisée dans la guerre civile américaine avec la stratégie d'Anaconda, appliquée au blocus maritime de la Première Guerre mondiale, et mise en œuvre avec dévastateur succès par les Alliés lors des frappes sur l'infrastructure ferroviaire allemande en 1944. Ce que The Economist
et le Financial Times ont tous deux analysé dans le contexte ukrainien, c'est que les deux parties cherchent à priver l'adversaire de ses capacités logistiques tout en préservant les siennes. La Russie bénéficie de lignes intérieures plus courtes, d'une capacité industrielle en régime de croisière, confirmée par les nouvelles usines dont Moreau parle dans ce même bulletin, ce qui signifie qu'elle dispose d'un avantage structurel sur ce terrain précis. L'utilisation de Starlink par l'OTAN pour le guidage des frappes est réelle et documentée, et c'est un avantage capacitaire que la Russie ne doit pas sous-estimer. Terrorisme maintenant, évidemment, la nouvelle terrible de cette semaine, ça a été l'attentat sur Starobielsk vendredi. Donc, une vingtaine de drones se sont abattus sur un dortoir. Donc, c'est absolument pas un objectif militaire. Il se trouve à 70 km à l'intérieur de Lugansk. Donc, une vingtaine de drones sont tombés. On a, contrairement à Boutcha, on n'a toujours pas la liste des victimes, la liste officielle des victimes. Eh bien, les Russes ont communiqué la liste. Il y a eu 21 morts. Donc, ce sont tous des adolescents ou des très jeunes étudiants. 75% ce sont des jeunes filles, hein, moins de 20 ans. Et donc, ça a été un terrible choc pour les Russes. Alors, on peut s'interroger sur la raison de cette frappe. Donc, bien sûr, c'est la terreur. Donc, la terreur pour le régime pour Bandera, pour le régime bandériste, c'est quelque chose de culturel. C'est dans les gènes même. Donc, finalement, comme la guerre est en train d'être perdue, on va le voir sur la ligne de front, comme je l'avais dit dès 2022, le niveau de terrorisme va augmenter. Une des hypothèses qui a été fournie également, c'est que ce serait une décision de Palantir, puisque le patron de Palantir était à Kiev à ce moment-là, et donc que ce serait finalement un algorithme qui aurait décidé de frapper sur des adolescents. Dans ce monde-là, tout devient possible. Je pense aussi qu'une des raisons, c'est de frapper dans des régions qui sont normalement maintenant, qui n'entendent plus parler de la guerre. C'est ce que je disais sur Mariupol, sur Lugansk, hein, c'est dans la région de Lugansk. Eh bien, la ville, c'était à 70 km de la ligne de front, normalement à 70-80 km. Vous n'entendez plus parler de la guerre. C'était le cas à Mariupol quand j'y étais il y a 2 ans. La dernière fois, c'était il y a 2 ans. Donc déjà, le front est à plus de 80 km et la guerre, on n'en entendrait plus parler. Donc je pense que c'est aussi une volonté de terrorisme vis-à-vis de cette population que pourtant Kiev prétend être ukrainienne. Puisque Kiev revendique le retour des territoires russes de Lugansk dans le régime à l'intérieur de l'entité bolchevique ukrainienne, puisque, encore une fois, ce sont les bolcheviks qui ont aggloméré ces territoires. Et donc c'est montrer que finalement, eh bien, n'importe qui peut être victime de ces bombardements et que Kiev ne reculera devant rien. Donc la riposte russe, évidemment, comme on l'a dit, ça a été un festival de vecteurs à haute vitesse. Donc on a eu du Kinjal, on a eu des missiles de croisière, on a eu évidemment l'Oreshnik sur des cibles, mais les Russes avaient promis quelque chose, on va dire, de significatif, mais finalement, ils se sont contentés de frapper des endroits qui servaient de stockage de munitions, la base de l'armée de terre ukrainienne, dont on imagine qu'il n'y a plus personne dedans. Donc pour l'instant, du côté russe, on est toujours dans le symbole, même si l'avertissement a été donné par le ministère des Affaires étrangères et par Sergueï Shoïgu, donc le secrétaire du Conseil de sécurité nationale russe, qui valait mieux évacuer le centre de Kiev, ce qu'en fait les ambassades sont en train de faire. Alors, il y a eu une déclaration de Kaja Kallas en disant qu'il y avait que les Américains qui étaient partis, les Américains ont démenti, mais qu'en fait les Européens étaient tous restés. Non, il y a un minimum de présence dans les ambassades, mais tout le monde a été évacué du centre-ville. Donc qu'est-ce que les Russes vont faire On ne sait pas. Je ne vois pas les Russes faire l'équivalent de ce que fait l'OTAN ou de ce que fait Trump en Iran, où c'est pas le genre de la maison. Voilà. Vladimir Poutine est un prince chrétien, il ne tuera pas des enfants ukrainiens pour se venger du fait que l'OTAN ait tué des enfants russes à Starobielsk. Et pour en finir avec le terrorisme, eh bien, parlons de l'enterrement de Melnik avec les honneurs à Kiev. Donc si vous regardez les images des défilés bandéristes, on peut dire ukro-nazis en Ukraine depuis 2004, hein, vous voyez 3 têtes. Donc vous avez Bandera, Shushkievich et Melnik. Donc ces 3 terroristes, hein, il y a dans le panthéon
bandéristes ukrainiens, pas de grands généraux ou de grands maréchaux, il n'y a que des chefs terroristes. Bandera est un chef terroriste, Shushkevich est un chef terroriste, et Melnik est un chef terroriste, et ils n'ont fait que du terrorisme. Et donc Melnik était l'un d'entre eux, il dirigeait une des factions de l'organisation des nationalistes ukrainiens, donc l'OUN M comme Melnik, puisqu'il y avait une scission, l'OUN B c'était Bandera, l'OUN M c'était Melnik, il était directement, je crois, contrôlé par l'Abwehr, et ils ont participé au massacre de Babi Yar, donc plus de 20 000 juifs, je crois, des Polonais, des Russes, etc. Donc ce sont des gens qui se sont illustrés par leur sauvagerie et leur volonté d'exterminer ceux qu'ils estimaient être leurs ennemis. Voilà. Donc juifs, polonais et russes. Eh bien, Zelensky, qui est juif, dont le grand-père est un héros de la Grande Guerre patriotique, a décidé, pour faire plaisir aux bandéristes dont il espère le soutien au moment où l'Ukraine va sombrer dans l'anarchie et dont il a sans doute un peu peur, parce que c'est aussi pour ça qu'il continue la guerre, c'est que tout d'un coup, si jamais il fait mine de vouloir capituler, les bandéristes vont se souvenir qu'il est juif et lui faire la peau. C'est la question, c'est ça qui va se passer. Pas qu'à lui d'ailleurs, hein, tous les juifs d'Odessa et de Dnipropetrovsk qui n'auront pas eu le temps de s'enfuir, ça va être terrible pour eux. La fin de la guerre sera terrible pour eux. C'est ce que comprend parfaitement Arno Klarsfeld, mais aussi là, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul finalement des représentants de la communauté juive en France à être, en tout cas officiellement, lucide sur cette question. Tous les autres, hein, Bernard-Henri Lévy, c'est comme si ce problème n'existait pas. Ils en auront lourd sur la conscience à la fin de la guerre, à mon avis. Et donc les réseaux sociaux sont pleins de ces images de Zelensky à genoux devant la dépouille de Melnik, enterré avec les honneurs, alors qu'il a assassiné ses congénères il y a 80 ans. Voilà, tout est possible dans les régimes de Bruxelles et de Kiev. À souligner tout de même que cette fois-là, le ministère des Affaires étrangères israélien et le mémorial de Yad Vashem ont fait un petit message de désapprobation. Léger, mais d'habitude, ils font semblant de rien voir. Là, c'est quand même... La pilule a du mal à passer. Empire du mensonge maintenant, et tout de suite, le moment bunker. Das war ein Befehl! Le moment bunker, c'est Édouard Philippe, écoutons-le. Et puis, il y a une deuxième question. Au-delà de la question de principe, c'est une question d'intérêt. Est-ce que l'Europe a intérêt ou non à soutenir l'Ukraine ? La vérité, c'est que la volonté de puissance russe, telle qu'elle s'exprime, avec un recours à la force, a notamment pour objectif, c'est pas son seul objectif, mais a notamment pour objectif de fragiliser l'Europe. Plus l'Europe est faible, plus l'Europe est inquiète, plus l'Europe est soumise, mieux Moscou se porte. Et donc, je pense qu'il est dans notre intérêt de montrer que nous sommes un bloc uni et que nous sommes capables d'aider nos alliés, nos cousins, en l'occurrence nos frères ukrainiens, à se défendre. Donc c'est toujours cette espèce de contradiction. Donc d'un côté, la Russie est en train de perdre la guerre face à une Ukraine hyper courageuse, hyper motivée, et de l'autre côté, la Russie menace... Alors, il ne dit pas la France, parce que c'est très très compliqué de faire croire aux Français. Tout le monde y essaie. D'ailleurs, hein, Jordan Bardella, on ne comprend pas trop d'ailleurs l'intérêt d'avoir deux candidatures différentes pour le même programme en politique étrangère, entre Bardella et Édouard Philippe. Donc l'idée, c'est de nous faire croire que c'est une menace pour l'Europe. Alors, entendre l'Union européenne, que les Russes n'ont qu'une envie, c'est d'envahir les nano-États baltes, le tiers-monde balte ou la Pologne pour payer, hein, prendre la place de Nicolas qui paye, pour construire des centrales nucléaires, financer des routes et des ponts comme ce qu'on est en train de faire nous aujourd'hui pour ce tiers-monde européen. Donc voilà, donc nous faire croire que les Russes ont envie d'envahir ces pays-là, il faut quand même être gonflé. Et je rappelle que c'est l'inverse. C'est la semaine dernière le ministre des Affaires étrangères lituanien qui a dit qu'il voulait attaquer Kaliningrad. C'est ça qui s'est passé. Alors là, depuis, il a expliqué que c'était juste pour montrer que les pays baltes étaient prêts à se défendre en attaquant Kaliningrad. Bon, c'est la pensée balte, hein, faut pas chercher à comprendre. En tout cas, Édouard Philippe est dans son bunker. Il y est accompagné de Jordan Bardella, Bruno Retailleau. Finalement, il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui n'y est pas. Ça me fait mal de le dire, mais c'est le seul qui veut sortir de l'OTAN. Voilà, ils sont dans le bunker et ils vivent dans un monde parallèle sans voir la misère des Français, la misère qui est notamment provoquée par les sommes considérables qui sont dépensées pour l'Union européenne et pour la guerre en Ukraine contre la Russie, alors que cette guerre, encore une fois, est perdue d'avance. Quelques considérations militaires générales maintenant, j'en ai retenu deux. Donc la propagande ukrainienne nous annonce que la défense des villes comme Odessa ou Kiev va être renforcée et être construite de manière circulaire avec des tranchées, avec des réseaux de barbelés, etc. Alors c'est ça aussi, c'est étrange, c'est que d'un autre côté on nous explique que les Ukrainiens sont en train de gagner la guerre, mais en même temps ils
ils construisent des défenses circulaires autour des villes, ce qui est complètement idiot. Si les Russes arrivent jusqu'à Odessa, ils vont pas donner l'assaut, ils vont dépasser, ils vont se mettre face à la Transnistrie, et puis ils vont attendre que ça tombe comme un frimur. Donc tout ça est sans doute davantage d'ailleurs, plutôt que l'idée que les Russes auront besoin de prendre d'assaut Odessa ou Kiev. Surtout, l'idée, c'est de faire peur aux populations, c'est de maintenir les populations sous la pression, la mise sous stress vital, comme dirait Laurent Ozon. Je pense que c'est surtout ça dont il s'agit. Deuxième considération militaire, comme on va le voir sur la carte, eh bien, donc la Russie avance et un des grands combats qui va opposer l'OTAN à la Russie dans cette campagne d'été, ça va être la logistique. Et notamment, tous les analystes ont montré le projet, donc, qui est visiblement projet anglais de lockdown de la Nouvelle-Russie et de la Crimée, dont la Crimée, et donc qui consiste en fait à attaquer les voies d'approvisionnement, donc les autoroutes notamment, puisque la Russie est en train d'élargir les routes, donc plus de 500 km vers la Crimée, et également les autoroutes à l'intérieur de la Crimée, en espérant épuiser les réserves russes. Et les Russes, eux, font la même chose. D'ailleurs, en fait, c'est la stratégie qui a été adoptée par Kiev. En fait, c'est ce que les Russes font depuis plus de 2 ans, en détruisant systématiquement les routes logistiques. Donc, celui qui emportera cette bataille, eh bien, aura un net avantage sur le terrain. Pour l'instant, c'est plutôt les Russes, mais il ne faut pas sous-estimer l'OTAN, d'autant plus qu'ils bénéficient, pour diriger leur frappe, eh bien, de Starlink. Et ça donne un avantage assez important à l'OTAN face à la Russie. Alors la Russie, elle, n'a pas besoin de Starlink, elle frappe aussi également la logistique. Le problème, en fait, finalement, russe, c'est d'avoir des moyens de défense antiaériens suffisamment importants pour empêcher cette stratégie de fonctionner. Voilà, on verra où on en est à la fin de la campagne d'été. En tout cas, pour l'instant, c'est l'armée russe qui avance. Et nous voilà sur la carte des opérations militaires. On va commencer par les frappes dans la profondeur. Évidemment, la frappe la plus symbolique de cette dernière semaine, donc vendredi dernier, c'était à Starobelsk, ici. Donc on le voit, c'est dans la République populaire de Lugansk. Désormais, ça fait partie de la Fédération de Russie. Et la ville est à 70 km de la ligne de front. Donc c'était pas une cible militaire. Ensuite, toute la propagande kievienne, j'ai vu ça aussi sur X. Il y a des posts qui ont été faits pour faire croire que c'était une école de pilotes de drones, ce qui n'était absolument pas le cas. Et d'ailleurs, sur l'un de ces posts, la preuve qui était donnée, en fait, c'était une école de dronistes qui se trouvait à Krasnoyarsk, enfin à côté de Krasnoyarsk, dans la ville de Zhelenovgorsk, ici. Donc tout ça, évidemment, c'est l'empire du mensonge. Non, c'était une cible civile. Je pense que c'était délibérément. Ça peut être Palantir, ça peut être le fait de vouloir semer la terreur, de montrer aux Russes qui habitent à Lugansk ou à Donetsk que même à 80 km de la ligne de front, ils ne sont pas en paix. Il y a encore des bombardements, alors beaucoup moins qu'avant, mais il y a encore des bombardements à Donetsk, même si le front aujourd'hui est à plus de 60 km. Et voilà, donc il faut le savoir. Donc les Russes en représailles, ont bombardé avec tous ces vecteurs-là. Donc il y a eu Kiev qui a été bombardé, mais également la localité de Bilatserka ici. J'ai le sentiment, en regardant ce qui a été visé, c'était notamment les endroits où on envoie, à partir desquels sont envoyés les drones qui vont aussi loin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les Russes ont invité les journalistes internationaux à venir à Starobelsk. Il y a, il faut le dire, une journaliste de RFI qui est venue, mais CNN n'est pas venu. Et ce que l'on a découvert plus tard, c'est qu'en fait, a priori, CNN était là pour le départ des drones, donc, qui ont frappé ce pensionnat. Donc voilà où en est la presse américaine, la presse gauchiste américaine. Et pour l'instant, le quartier du gouvernement, ce quartier que j'ai mis en rouge ici, avec le palais présidentiel, la Rada, le bâtiment des ministères, pour l'instant, il n'a pas été touché. Passons maintenant sur la ligne de front et cette fois-là, on va partir du nord vers le sud. Donc les Russes continuent leur pression, même si ce n'est pas l'axe d'effort principal, vers Soumy. Et là, Kiev a dû envoyer des renforts significatifs. Donc ça, c'est aussi le but, c'est d'attirer les maigres réserves ukrainiennes dans le nord, parce que les Russes sont en train de s'approcher de Soumy. Ils se sont emparés de la localité de Zapsilia, ici. Voilà.
Plus au sud également, dans la région de Kharkov, là aussi les Russes ont repris leur progression dans des zones qu'ils avaient temporairement occupées en 2022. Donc ils se sont emparés de Veritarnoe ici et de Granov ici, à cet endroit-là. Donc l'idée, évidemment, c'est d'avancer vers le sud, vers la ville de Kharkov, peut-être, espérons-le, pour libérer la région de Kharkov et l'intégrer à la Fédération de Russie. Les Russes, donc toujours dans le front de Kharkov, mais cette fois à l'est, se sont emparés de Novovassilovka, à cet endroit-là. Donc là aussi, on voit le front est en train de trembler côté ukrainien. Donc la direction, le point principal dont il faut s'emparer, c'est Veliki Burluk. Là aussi, les Russes le contrôlaient en 2022. Et les Russes consolident leur position au sud de la ville de Volchansk. Du côté de Lugansk et de la rive est de la rivière Oskol, les combats continuent. On n'a pas réellement de ligne de front très très claire, donc pour l'instant, chouche à rien. A priori, l'offensive russe vers Borovaya, qui avait été annoncée capturée par le ministère de la Défense, a échoué, mais là aussi c'est pareil. On attend plus de détails. Plus au sud, les Russes continuent leur poussée et auraient franchi le canal de Donbass-Donetsk ici, et aurait commencé l'assaut sur Malinovka et Tikhanovka, ici. Voilà. Mais pour l'instant, rien ne le confirme. Plus au sud, en revanche, là, tout confirme que la Russie s'est emparée, sans doute de la moitié au moins, de la ville stratégique de Konstantinovka. Donc là, on a un joli chaudron là, qui s'est agrandi et qui aboutira à la destruction ou à la reddition d'un millier à peu près de forces otano-kieviennes coincées ici. La bataille de Konstantinovka touche vraisemblablement à sa fin. Plus à l'ouest, les Russes continuent de pousser, mais pour l'instant, ça ne se voit pas trop sur la carte. Plus à l'ouest encore, sur le front de Dniepopetrovsk. Je rappelle ici, c'est la région de Dniepopetrovsk. Donc pour l'instant, les Russes n'y prétendent pas, mais évidemment, ils y avancent. Et ce que l'on découvre, donc en plus c'est documenté avec des vidéos, c'est que les Russes contrôlent a priori cette localité de Dobropassovo, je crois que c'est comme ça s'appelle, et que, en fait, si vous vous souvenez, au moment des contre-offensives ukrainiennes, en février-mars de cette année, eh bien, on a reculé la ligne de front en la donnant à l'Ukraine, puisqu'on privilégiait toujours la position ukrainienne, question d'honnêteté, mais en étant sceptique, puisque la manière de faire des contre-offensives des Kieviens, c'est d'envoyer des groupes s'infiltrer, ensuite de prendre des photos et de faire croire qu'ils contrôlent la zone. En fait, a priori, ce qui s'est passé, c'est que les Russes les ont laissés rentrer, les ont détruits, et finalement, aujourd'hui, ces zones, ces localités qu'on avait données à l'armée ukrainienne, finalement, soit sont toujours sous contrôle des Russes, soit les Russes en ont pris le contrôle. Et vraisemblablement aussi, c'est quelque chose qui est noté par les analystes russes, c'est que ces groupes infiltrés sont souvent composés de soldats d'une quarantaine d'années, pas du tout physiquement taillés pour faire ce genre d'opération, et que derrière, il n'y a rien qui suit. Donc gros problème de l'infanterie ukrainienne, et ce qui fait qu'en fait la position russe dans la région de Dniepopetrovsk est bien meilleure que ce que j'imaginais. Donc pour l'instant je mets comme ça, mais évidemment après il faudra que ça soit confirmé. Mais pour l'instant ici on a des vidéos avec des drapeaux russes partout. Les Russes également avancent très fort sur le front est de la région de Zaporozhye, donc ils se sont emparés de la localité de Verkhnaya Tersa, donc localité importante, puisque c'était un nœud logistique, et de Vozdvijenka. Voilà. Et pour l'instant, a priori, les Russes contrôlent toujours Rezhdiaveranka ici, même si les Ukrainiens prétendent qu'ils y sont aussi également. Mais a priori, c'est les Ukrainiens qui racontent beaucoup de bobards ces derniers temps. Très intéressant aussi, ça a été noté par Military Summary. Il y a une carte qui a été publiée par le ministère de la Défense russe qui en fait donne une bien meilleure position de l'armée russe à l'intérieur d'Orekhovo, donc qui est le dernier point important. Souvenez-vous de nos 3 petites punaises qu'on avait mises en 2022. Donc voilà, là, c'est la dernière ici qui doit être libérée par les Russes. Donc pour l'instant, je mets la ligne de front telle que le montre le Military Summary et le document russe, mais on va quand même attendre la semaine prochaine pour être sûr que c'est bien le cas. Les rapports peuvent être faussés, on l'a déjà vu. Ici, on assiste finalement à une situation qui est sans doute proche de celle qu'on a observée plus au nord, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont dépensé énormément de ressources pour essayer d'avoir des victoires TikTok, mais ça leur coûte très très cher, et puis ils n'avancent pas vraiment, et pour l'instant ils sont bloqués le long de cette rivière, à peu près, c'est une rivière qui fait à peu près ça. Donc à suivre. Donc ce qui est clair, c'est qu'ils continuent à envoyer des renforts et des renforts.
En tout cas, à la lumière de ce qu'on voit, donc de la réalité du terrain, ça explique pourquoi le régime de Kiev a fait évacuer Novo-Alexandrovka et Novo-Mikhailovka à cet endroit-là, parce que, eh bien, ils attendent sans doute une poussée russe. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 28 mai 2026. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dernier rappel à mes électeurs de Saint-Pétersbourg, de Minsk, de Moscou, d'Yekaterinbourg, de vous tous qui êtes dispersés dans les territoires de Russie et de Biélorussie, allez voter. J'ai d'ailleurs eu encore une fois le plaisir d'avoir le soutien de François Asselineau. Ne me faites pas ce que les admirateurs de François Asselineau lui ont fait, c'est-à-dire qu'ils vont à ses conférences, ils l'écoutent sur Internet et puis finalement ils vont voter Marine Le Pen. Donc voilà. Donc là, il faut aller se déplacer. Maintenant, le vote électronique est terminé. Il faut aller se déplacer et aller voter en présentiel dans les ambassades ou les consulats de Russie, Biélorussie. Je compte sur vous. Voilà. Et puis encore une fois, allez voir une dernière fois pour faire un don sur le compte Telegram payant. Et puis pour ceux qui veulent aider également ma famille, eh bien, le lien est en description de cette vidéo. En tout cas, les nouvelles pour l'instant sont excellentes pour la Russie. Donc tenez bon, courage, on les aura. Nous arrivons maintenant à la carte des opérations militaires qui constitue à chaque semaine le morceau le plus attendu du bulletin de Moreau. Et pour cause, c'est là que les affirmations sont vérifiables, semaine après semaine, sur le terrain. Permettez-moi d'abord de replacer l'ensemble de cette séquence dans un contexte stratégique plus large avant d'entrer dans le détail de chaque axe. Ce que nous observons depuis plusieurs semaines, et que des médias aussi peu suspects de pro-russisme que l'Institut pour l'étude de la guerre à Washington, l'ISW, confirme dans ses grandes lignes, c'est une progression russe lente, méthodique, mais continue sur l'ensemble des axes d'effort. Cette progression s'appuie sur une supériorité en feu et en munitions qui ne se dément pas, sur des lignes intérieures raccourcies et sur une doctrine opérationnelle héritée de l'école militaire soviétique. Ce n'est pas une information pro-russe, c'est un constat analytique partagé par des think tanks américains, dont le Center for Strategic and International Studies, qui ne font pas de la propagande pour Moscou. Commençons par les frappes dans la profondeur. La frappe la plus symboliquement lourde de cette semaine reste celle de Starobelsk, que nous avons analysée dans la section précédente sous l'angle humanitaire et juridique. Ce qui est analytiquement intéressant, du point de vue strictement militaire, c'est la réponse russe. Les Russes ont frappé Kiev, la localité de Bilatserkva, et plusieurs points identifiés comme infrastructure de départ des drones longue portée. Ce ciblage précis suggère que les Russes disposent d'une connaissance fine et actualisée de l'infrastructure opérationnelle ukrainienne des drones, ce qui signifie que leur capacité de renseignement sur le territoire ennemi mérite d'être prise en compte dans toute analyse sérieuse. Moreau évoque également une allégation grave circulant sur les réseaux sociaux, selon laquelle CNN aurait été présent au point de départ des drones qui ont frappé Starobelsk. Notre ligne éditoriale exige que nous distinguions les faits documentés des hypothèses. Cette allégation ne peut pas être vérifiée à ce stade, et je m'abstiendrai donc de l'affirmer. Ce qui est documenté, c'est que la Russie a invité des journalistes internationaux sur le site de Starobelsk, qu'une journaliste de RFI s'est rendue sur place et que les grands médias anglophones ont brillé par leur absence. Plusieurs explications peuvent être avancées pour cette absence, dont certaines sont moins flatteuses que d'autres pour ces institutions. Passons maintenant à la ligne de front, du nord vers le sud. Sur l'axe de Soumy, les Russes continuent d'exercer une pression soutenue, même si cet axe n'est vraisemblablement pas leur effort principal. L'objectif tactique est clair, attirer les maigres réserves ukrainiennes vers le nord, loin des axes décisifs du centre et du sud. La prise de la localité de Zapsilia illustre cette progression continue. Cette stratégie de la pression multiple sur plusieurs axes simultanés est un classique de la doctrine opérationnelle russe, qui s'inspire directement de l'école soviétique.
Le maréchal Joukov l'avait théorisé lors de la bataille de Koursk en 1943, en forçant l'adversaire à disperser ses réserves sur plusieurs points de friction simultanément. On le prive de la capacité à constituer une masse de manœuvre décisive au moment et à l'endroit où elle serait nécessaire. Moreau note que Kiev a dû envoyer des renforts significatifs sur l'axe de Soumy. C'est stratégiquement intéressant. Chaque unité envoyée vers le nord est une unité qui n'est pas disponible pour contrer les axes d'effort principaux au centre et au sud. On appelle cette technique en doctrine militaire la fixation, ce qui signifie qu'on immobilise des forces adverses sur un point secondaire pour libérer le champ d'action sur les points principaux. Les Russes pratiquent cette fixation avec une régularité documentée semaine après semaine. Sur l'axe de Kharkov, les Russes ont repris leur progression dans des zones temporairement occupées en 2022. La prise de Veritarnoï et de Granov représente une avancée sur l'axe nord-sud qui pointe vers la deuxième ville d'Ukraine. La direction stratégique de Veliki Bourluk reste l'objectif intermédiaire. La consolidation des positions au sud de Volchansk et la prise de Novo-Vasilivka confirment une dynamique en tenaille sur cet axe. Il faut rappeler ici l'importance stratégique de Kharkov. C'est un centre industriel et universitaire majeur, avec une population historiquement russophone, que même les linguistes ukrainiens reconnaissent comme majoritairement russophone dans ses pratiques quotidiennes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Kharkov a changé 4 fois de main entre les Allemands et les Soviétiques, ce qui en faisait l'une des villes les plus disputées du front de l'Est. L'historien britannique Robert Fortsek, dans son ouvrage sur les campagnes de l'Est de 1942, documente comment la maîtrise de Kharkov conditionnait le contrôle de l'ensemble du front central ukrainien. Aujourd'hui, c'est à nouveau un axe d'effort significatif et chaque localité prise dans sa direction a une valeur stratégique qui dépasse largement sa taille. Du côté de Lugansk et de l'arrivée de la rivière Oskol, Moreau lui-même reconnaît que la ligne de front n'est pas clairement définie et que l'offensive russe annoncée vers Borovaya aurait échoué. Cette honnêteté analytique est une qualité. Les premières informations dans un conflit sont toujours fragmentaires. Ce qui est documenté, c'est que la rivière Oskol constitue une ligne de résistance significative et que les combats y sont intenses. La prudence s'impose avant de tirer des conclusions définitives sur ce secteur. Passons au secteur de Konstantinovka. Ici, les informations sont plus solides et les implications stratégiques sont considérables. Moreau indique que les Russes contrôlent vraisemblablement la moitié de cette ville et qu'un chaudron s'est formé piégeant environ 1 millier de soldats ukrainiens. Le terme chaudron est directement hérité du vocabulaire militaire soviétique, le kotl en russe, ce qui signifie littéralement marmite. Cette tactique d'encerclement a été utilisée massivement sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. La bataille de Kiev de septembre 1941 avait vu l'encerclement et la destruction de 4 armées soviétiques, soit environ 600 000 hommes, selon les historiens, dont l'historien David Staël. La bataille de Kharkov de mai 1942 avait abouti à un résultat similaire. La bataille de Stalingrad de novembre 1942 à février 1943 avait, elle, renversé ce schéma avec l'encerclement de 200, 4, 20, 10 000 soldats allemands. Dans tous ces cas, la tactique d'encerclement avait abouti à des pertes humaines drastiquement supérieures pour les encerclés, qui n'ont le choix qu'entre la reddition, la percée sous le feu ou la destruction sur place. L'armée russe contemporaine a maintenu cette doctrine comme pierre angulaire de sa tactique opérationnelle. La chute de Konstantinovka, lorsqu'elle interviendra, aura des conséquences logistiques significatives pour la défense ukrainienne dans cette région. Ce que Moreau souligne sur la priorité donnée à la communication sur la tactique, ce qu'il appelle les victoires TikTok, est un phénomène documenté. Le New York Times avait publié en 2025
une enquête sur les tensions au sein du commandement ukrainien entre officiers privilégiant les gains médiatiques et ceux cherchant à préserver les forces. Cette tension est une constante des conflits modernes. La guerre des Malouines en 1904-22, la guerre en Irak en 2003 et la guerre en Afghanistan ont toutes connu cette friction entre la communication de guerre et la réalité tactique. Mais en Ukraine, elle prend une dimension particulière du fait de la dépendance du régime de Kiev envers l'opinion publique occidentale pour maintenir le flux d'aide militaire. Sur l'axe en direction de Dobropilia, à l'ouest de Pakrovsk, les Russes continuent de progresser. La prise de Grichino et de Vassilivka, documentée par des vidéos avec des drapeaux russes, illustre une avancée qui s'accélère. Ce qui est particulièrement analytiquement intéressant ici, c'est la révision à la baisse de la contre-offensive ukrainienne de février-mars 2026. Les groupes d'infiltration kiviens, envoyés pour sécuriser des positions et les filmer, puis revendiqués comme avancés, ont dans leur grande majorité été détruits ou repoussés. Moreau note que ces groupes sont souvent composés d'hommes d'une quarantaine d'années, pas physiquement taillés pour des opérations d'infiltration et qu'il n'y a rien qui suit derrière. Ce problème structurel de l'infanterie ukrainienne est documenté par des analystes indépendants. Il reflète l'épuisement du vivier de combattants jeunes et entraînés, un phénomène inévitable après plus de 4 ans de guerre de haute intensité. Passons maintenant au front de Zaporijjia, et là, la situation géographique mérite une explication détaillée pour que l'analyse ait tout son sens. Les Russes ont pris Verkhne Atersa et Vozvidjenka, deux localités qui représentent une avancée significative sur un axe qui pointe vers l'ouest. Ce mouvement crée les conditions d'un encerclement opératif d'Orekovo que Moreau avait identifié dès 2022 comme l'une des 3 punaises, ce qui signifie les 3 objectifs opératifs intermédiaires de la campagne. Les 2 premières ont été atteintes. La 3e, Orekovo, est désormais dans le collimateur. La question d'Orekovo dépasse sa valeur immédiate. Une fois cette position sécurisée, les Russes auraient une ligne de front significativement plus courte et plus défendable dans la région de Zaporijjia, ce qui leur libérerait des forces pour d'autres axes. C'est un principe fondamental de la manœuvre militaire, déjà théorisé par Karl von Clausewitz dans De la guerre au XIXe siècle, raccourcir ses propres lignes tout en allongeant celles de l'adversaire diminue mécaniquement la pression sur ses propres capacités logistiques et augmente celle sur les capacités adverses. Sur le front ouest de Zaporijjia, Moreau reconnaît honnêtement que c'est le seul secteur où les forces ukrainiennes ont l'initiative, ayant vraisemblablement repris Primorske et progressant vers le nord de Stepnogorsk. Cette concession analytique renforce la crédibilité de son analyse globale. En stratégie militaire, aucun front n'est jamais uniformément favorable à un seul camp. Il est vraisemblable que les Russes ont ici accepté délibérément de laisser les Ukrainiens avoir l'initiative locale sur un secteur qu'ils ne considèrent pas comme prioritaire pour concentrer leurs efforts sur les axes décisifs. C'est ce qu'on appelle en doctrine militaire une défense élastique, qui accepte des reculs locaux pour préserver les forces en vue d'efforts décisifs ailleurs. L'armée allemande avait théorisé cette doctrine sous le terme de Elastische Verteidigung lors de la Première Guerre mondiale, et la doctrine soviétique l'a intégrée sous une forme différente dans les années 30. Sur la région de Dnipropetrovsk, ce que Moreau révèle est significatif. Les Russes contrôleraient la localité de Dobropassivka avec des vidéos comportant des drapeaux russes en appui. Si cela se confirme, cela représenterait une avancée dans une région que les 2 parties présentaient jusqu'ici comme relativement stable. Ce qui est analytiquement pertinent ici, c'est la confirmation du schéma des contre-offensives ukrainiennes. Des groupes d'infiltration s'emparent de positions, les photographient pour les réseaux sociaux, puis sont détruits ou repoussés sans que rien ne suive derrière.
Ce schéma rappelle les tactiques japonaises à Guadalcanal en 1942, où des unités d'élite parvenaient à s'infiltrer dans les lignes américaines, mais sans jamais parvenir à consolider leurs gains, faute de réserves suffisantes. Sur la question des fortifications défensives circulaires autour d'Odessa et de Kiev, annoncées par Kiev, Moreau fait une observation stratégique importante. Historiquement, la construction de défense circulaire autour d'une ville n'intervient que lorsque l'encerclement est anticipé, ce qui signifie que cette annonce est en contradiction directe avec le discours officiel ukrainien selon lequel la guerre se passe bien. À Stalingrad en 1942, à Berlin en 1945 et dans les villes assiégées du conflit yougoslave dans les années 90, les fortifications circulaires correspondaient à des situations défensives de dernier recours. Comme le note Moreau, les Russes, s'ils arrivent aux abords d'Odessa, n'auront pas besoin de prendre la ville d'assaut. Ils pourront la contourner, se placer face à la Transnistrie et attendre que la situation se dénoue d'elle-même. La fortification circulaire annoncée sert davantage à maintenir les populations sous pression psychologique permanente qu'à préparer une défense militaire réaliste. Il faut revenir ici sur le point que Moreau soulève concernant les routes logistiques vers la Crimée. Les Russes élargissent actuellement des routes sur plus de 500 km et développent les autoroutes intérieures de la péninsule. Cette infrastructure logistique est à la fois une nécessité militaire et un investissement civil de long terme. L'analogie historique la plus pertinente est celle de la construction de la route de Lend-Lease par les Américains en Alaska et au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale, ou encore la construction des routes impériales romaines qui servaient simultanément aux légions et au commerce. Une puissance qui investit dans ces infrastructures logistiques en temps de guerre signale à l'observateur attentif qu'elle se prépare à une guerre longue et qu'elle pense à l'après. Sur le sujet de l'initiative de munitions tchèque, dont 9 pays se sont retirés, selon le Financial Times, c'est une information importante pour comprendre la situation réelle des approvisionnements ukrainiens. Ce retrait de 9 pays d'une initiative portée par le président tchèque Petr Pavel, lui-même ancien général de l'OTAN, signale des fractures internes à la coalition occidentale que la communication officielle cherche à minimiser. Si ces chiffres se confirment, les approvisionnements en munitions ukrainiennes déjà tendus risquent de se retrouver dans une situation encore plus critique. Je veux conclure cette analyse militaire sur une réflexion générale qui relie l'ensemble de ce que nous venons d'examiner. Ce que Moreau montre semaine après semaine est que notre travail sur Mo, point de multipolaire, cherche à documenter et à contextualiser rigoureusement, c'est la progression d'un rapport de force qui n'a pas fondamentalement changé depuis le début de l'opération militaire spéciale. Les sanctions ont échoué à étrangler l'économie russe. Les livraisons d'armements occidentaux ont permis à l'Ukraine de résister plus longtemps qu'anticipé initialement, mais n'ont pas inversé la dynamique militaire de fond. La Russie avance lentement, à un rythme qui préserve ses forces et cherche à maximiser les pertes adverses. Ce constat n'est pas une célébration de la guerre. Au contraire, notre ligne éditoriale sur Mo point de multipolaire est claire. Nous croyons que ce conflit aurait pu être évité, qu'il aurait pu être arrêté à Istanbul en 2022, selon les informations rapportées par le Financial Times lui-même, et qu'il peut encore être stoppé par une négociation sérieuse. Le monde multipolaire que nous défendons, c'est un monde où plusieurs centres de pouvoir se contrebalancent et négocient, ce qui signifie qu'il est structurellement plus stable qu'un monde où une seule puissance décide unilatéralement pour tous, y compris de prolonger des conflits qui ne servent pas les intérêts des populations. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, partagez-la autour de vous. C'est le meilleur moyen de faire grandir Monde multipolaire et de permettre à ce type d'analyse rigoureuse
documentée et ancrée dans des faits vérifiables de toucher le plus grand nombre. À très bientôt.